Chers amis, bonjour. Je mesure le poids solennel du lieu. Le hasard fait qu'en entrant, nous avons croisé les funérailles d'un militaire de haut rang. Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont choisi de s'associer à nous cet après-midi, sachant notre diversité d'opinions et d'approches. Nous sommes unis ici par un intérêt commun, celui de la défense de notre patrie, en nous interrogeant sur les fondements qui doivent présider à la pensée sur ce thème. Pour nous, le Parti de gauche, dont les deux coordinateurs se trouvent ici au premier rang, c'est un très grand orgueil d'avoir pu travailler assez sérieusement pour être capable de produire ce numéro de la revue de la Défense nationale, dont on nous a présenté quelques-uns des auteurs les plus pitoyables, mais dont nous savons bien qu'ils n'ont heureusement pas été les seuls à illustrer la vie de cet instrument, qui fait partie des rares instruments à la disposition des Français pour pouvoir penser les questions qui touchent à leur défense et qui naturellement sont, comme toutes les questions qui concernent le peuple français, leur propriété. Vous avez raison de dire que c'est un travail à l'initiative d'un parti qui n'a pas la prétention de s'approprier les auteurs, ce serait ridicule. Mais oui, de prendre pied dans un débat et de le faire d'une manière argumentée et raisonnée. Je m'empresse de vous dire que nous serions très heureux, nous aussi, que d'autres en fassent autant. Et si vous vouliez en être à l'initiative, nous pourrions aussi imaginer une après-midi entière, pas 5 minutes de plateau de télé où tout le monde se bat pour avoir 3 secondes de parole, mais une après-midi entière, s'il le faut une journée entière, pour débattre avec les représentants des grandes formations politiques, des formations politiques qui sont intéressées par ces questions en France. Car c'est un enjeu national dont il est question, et d'un enjeu civique. Il n'est pas normal que des décisions de l'ampleur de celles qui ont été prises l'aient été quasi en catimini, ou parfois très publiquement, mais sans que nul ne s'en inquiète, ni n'en discute plus de 5 minutes, quand parfois ça occupait, heureusement, un petit temps sur les antennes nationales. Dans quel pays au monde change-t-on ou annule-t-on un système de défense comme nous l'avons fait nous, dans les premiers pas, les premiers mois de la présidence de François Hollande, par la signature de la nouvelle charte de l'OTAN à Chicago, où, paraît-il, nous avons fait valoir nos réserves, ce qui a bien dû faire rire les Mickey de l'OTAN, et où nous avons accepté le système des boucliers antimissiles qui réduisent à néant notre conception de la dissuasion nucléaire. Dans quel pays prend-on des décisions pareilles sans qu'il n'y ait de débat nulle part? Dans quel pays décide-t-on des opérations armées sans que le Parlement n'en vote, etc., etc. Il y a une ambiance très dangereuse, car les questions dont nous traitons sont des questions sérieuses qui mettent en cause la vie, la mort et le destin des nations. Il est donc urgent qu'il y ait de nouveau un débat citoyen sur ces questions. C'est un grand bonheur et un grand honneur pour moi de voir non seulement vous tous, très chers amis, mais les représentants des ambassades des pays auxquels nous sommes liés par des liens d'affection profonds, comme l'ambassade du Venezuela, avec son attaché militaire et son ambassadeur, l'ambassade du Brésil, l'ambassade de l'Équateur, avec son ambassadrice, l'ambassade du Brésil étant représentée par le conseiller politique. Mais une petite mention particulière doit être faite aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est mon propos et de ce qu'est l'organisation de notre pensée, pour la présence de l'ambassade de Russie, représenté par monsieur Alexis Nikolaïev, qui est son premier secrétaire, ainsi que le colonel attaché militaire de cette ambassade. Bien sûr, le Brésil, je l'ai déjà mentionné, mais également le colonel Hua de l'ambassade de Chine, qui va être un des auditeurs de cette journée. Je l'en remercie très chaleureusement. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Il y a donc de notre part un intérêt intellectuel, bien sûr, un intérêt patriotique, un intérêt civique, mais un intérêt qui est lié à la réalité des problèmes qui surgissent, et nous voulons assumer les questions de défense comme des responsables politiques qui s'intéressent à tous les aspects de la vie de leur pays. Il y a une continuité d'analyse que nous complétons au fur et à mesure des mois qui passent,
et qui va bien sûr à la rencontre des événements qui la mettent à l'épreuve. À nos yeux, je l'ai déjà dit, cela a été rappelé il y a un instant par mon camarade Georges Kemanovic, la géopolitique commande la politique, et la politique commande l'économie, contrairement à ce que beaucoup croient. Dès lors, comprendre le monde comme il va, c'est dire et comprendre quelle y est notre propre place. Et notre place est définie, pour reprendre les mots de l'un d'entre vous, par nos intérêts. Nous participons à la pensée de ceux qui considèrent que dans la géopolitique, la question n'est pas de savoir qui sont ses amis, mais quels sont ses intérêts. Et dès lors qu'on affiche clairement ses intérêts, c'est comme dans la vie personnelle, le meilleur moyen de se faire des amis en connaissance de cause. Notre intérêt est d'abord défini par notre identité. Et par conséquent, toutes les questions de stratégie commencent par des questions de philosophie. La France est une nation singulière. La France est une nation politique. Au contraire des nations ethniques ou qui cherchent leurs racines dans l'ethnicité, comme par exemple nos voisins et amis, la nation allemande. On écrit sur le fronton du Bundestag allemand, den deutschen Volk, au peuple allemand, le folk étant davantage que le peuple au sens latin et plébéien du terme, le folk au sens est un peuple au sens ethnique et culturel. Nous sommes liberté, égalité, fraternité, concept qui constitue la nation française, est le seul qui permet son unité et qui est son message adressé à l'humanité universelle, si bien qu'il peut être mis en partage avec tout être humain, car à tout être humain, on peut proposer liberté, égalité, fraternité. Dès lors, le peuple français ne peut vivre ensemble qu'à la condition d'être souverain. Et il faut entendre la souveraineté au sens anthropologique du terme. Comme l'explique Maurice Godelier, la première communauté politique, contrairement à ce que suggère l'intuition, ce n'est pas la famille. C'est l'ensemble, un ensemble d'êtres humains qui décident de contrôler les relations entre les composantes de ce groupe et le territoire sur lequel il vit. Dès lors, la souveraineté à laquelle nous aspirons pour nous-mêmes, à échelle intime, celle qui nous constitue comme individus et va nous conduire progressivement de l'enfance vers le statut d'adulte, qui dans le monde entier se traduisait par le moment où l'homme, parce qu'il n'y avait que l'homme qui comptait, se voyait retirer sa bulle, celle qu'il portait autour du cou, et il était émancipé. Cela signifiait que la main du père était retirée de sa tête et il cessait d'être une chose dépendante de son père pour devenir sujet de sa propre histoire. Cette souveraineté à laquelle nous aspirons tous, hommes et femmes, sur nous-mêmes, trouve son prolongement naturel dans la souveraineté que la communauté veut se reconnaître à elle-même. Et la légitimité de la décision collective dépend de cette souveraineté. Nous nous soumettons aux lois parce qu'elles sont décidées par tous et donc elles s'appliquent à tous. Voici quelle est la racine exigeante et terrible du républicanisme français, telle que la grande révolution de 1789 nous a permis d'en hériter. Dès lors, la question de la souveraineté est la condition de base de l'exercice de la démocratie, je crois que je viens de le montrer. Elle a un contenu spécial en France, puisque chacun est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. Et c'est ce qu'on appelle la bascule de la démocratie à la République. Mais surtout, elle suppose l'indépendance, car on ne peut pas être souverain, donc en démocratie, si l'on n'est pas maître de soi-même. Et l'indépendance est l'autre nom de la souveraineté, et l'autre nom, au bout du compte, de la démocratie elle-même. Voilà pourquoi on ne peut pas être la nation française, au sens nation républicaine, autrement qu'indépendant. Il faut accepter la rigueur de l'enchaînement de ce raisonnement. Ce n'est pas seulement un raisonnement, c'est un programme. La République n'a jamais été une institution neutre. C'est une institution politique, ayant un contenu politique. L'identité française a un contenu politique, puisque nous n'en héritons pas que par le droit du sang. Nous en héritons par le droit du sol, ce qui signifie que les deux combinés, nous ne sommes français que du fait de la communauté politique que nous formons entre nous et de rien d'autre. S'il fallait être brutal, je rappellerai que l'on n'est pas français du fait de la couleur de sa peau.
car nous sommes de toutes les couleurs et depuis fort longtemps. On n'est pas français du fait d'une religion, car il y en a 5 dans notre pays, et la seconde est l'islam. On n'est même pas français du fait de la langue française, comme certains le croient, car 29 pays ont en usage commun la langue française comme langue officielle. On est français du fait politique, c'est-à-dire de la souveraineté que nous exerçons sur nous-mêmes et sur notre territoire, c'est-à-dire du fait que nous en décidons librement, cela veut donc dire indépendamment de tous les autres. Dès lors, l'identité française se confond avec une pratique universaliste. J'emprunte à Pascal Boniface et à quelques autres ce terme pour nous définir, car il me permet d'entrer dans ce que notre doctrine refuse. Nous nous opposons à l'idée que la France soit une nation occidentale, car l'occidentalisme est un concept politique au service d'une orientation et d'une institution militaire, l'OTAN. Elle n'a pas de contenu, en dépit des apparences culturelles, quand on met dans le camp de l'Occident des Occidentaux aussi peu convaincants que des Japonais, ou que l'on essaye de faire, comme vous le savez, de l'occidentalisme le cœur d'une doctrine, la doctrine du choc des civilisations. Vous en connaissez les principaux traits, je les rappelle en quelques mots. Samuel Huntington, en 1996, a rédigé ce qui est le bréviaire de l'impérialisme américain, le choc des civilisations. Selon lui, toute nation se rattache à une culture et une civilisation, et toute culture à une religion. Et dès lors, le monde se découperait en blocs religieux, condamnés peu ou prou à s'affronter à un moment ou à un autre. J'appelle ça théorie parce que c'est un ensemble de faits qui sont raccordés les uns aux autres, mais elle aboutit bien sûr à de curieux agrégats dans lesquels certains figurent tantôt dans une page, tantôt dans une autre. Ainsi, les Chinois se voient parfois attribuer un lien particulier avec l'islam, sans qu'on ait bien compris pourquoi, tandis que les Russes se voient, eux, rattachés à un ensemble orthodoxe, dont on comprend bien pourquoi on en parle, mais dont on ne voit pas pourquoi ça le sépare du reste de l'Europe. Cette théorie du choc des civilisations conduit naturellement à la nécessité d'organiser un impérium sur une de ces civilisations, et en l'occurrence l'Occident dirigé par les États-Unis d'Amérique. Mais pour nous Français, quand bien même serions-nous un instant tentés d'entrer dans cette fresque délirante et paranoïaque, si nous étions tentés d'y entrer, nous en ressortirions aussitôt en courant. Car contrairement à ce qu'a dit M. Nicolas Sarkozy dès son élection en août 2007 devant les ambassadeurs de France qu'il avait réunis à cette occasion, comme ça se fait chaque année, non, le premier risque pour la France n'est pas le choc des civilisations, et certainement pas le choc entre l'Occident et l'islam, ou alors il lui faudrait accepter cette idée meurtrière et dévastatrice pour la France, que ce choc commence dans son propre territoire et entre ses propres citoyens, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam est la deuxième religion des Français, pas des gens qui sont de passage en France. Dès lors, le choc des civilisations, c'est la destruction de la nation française et d'un principe qu'il a en quelque sorte couronné en le rendant possible, qui est celui de la séparation de l'État des églises auxquelles se rattachent les croyants en France. Deuxième refus, c'est naturellement celui de l'OTAN, dont nous n'acceptons pas qu'il soit une alliance naturelle, en plus de l'Atlantique Nord, dont vous savez depuis peu qu'est riveraine l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak et combien d'autres territoires, pourtant bien éloignés de l'Atlantique. Depuis l'année 2012, l'OTAN, qui était soumis à un principe de consensus et d'unanimité, a dorénavant une marge de manœuvre beaucoup plus importante et, en définitive, ce sont les Nord-Américains qui décident de l'emploi. Pour nous, non seulement c'est une manière de répudier notre indépendance, mais c'est une manière de nous trouver impliqués dans toute la zone de l'OTAN et de mettre en partage les moyens dont nous disposons. Je voudrais d'abord faire remarquer le caractère hautement dangereux pour des Français de se retrouver pris dans je ne sais quelle construction chimérique qui ferait que les voisins de la Turquie auraient à en découdre avec nous. Parce que c'est quand même ça, la frontière de l'OTAN, et je parle de la frontière actuelle de l'OTAN, et vous savez qu'elle bouge beaucoup en ce moment. Mais surtout, elle conduit à un système d'alliance absolument contraire aux intérêts de la France.
au nom de l'OTAN, il faudrait se fâcher avec les Russes. Il n'y a pas pire sottise, pire crime contre l'intérêt général des Français que cette séparation d'avec les Russes. Les Russes ne sont pas et ne seront jamais nos ennemis. Ils ne peuvent être que nos partenaires. C'est un partenaire obligé pour nous et nous sommes un partenaire quasi obligé pour eux. Quasi. C'est bien le problème. C'est qu'il serait beau et bon de se souvenir qu'il faut faire des efforts, que leur alliance ne nous est pas spontanément due. Voilà pourquoi, en tout cas pour notre part, nous avons toujours dit que quelles que soient les réserves, les critiques que l'on peut avoir à l'égard du gouvernement russe, celui-ci ou un autre, comme on imagine que les Russes peuvent avoir des réserves et des critiques à l'égard du gouvernement français, il faut pratiquer à l'égard de la Russie le réalisme qui a présidé depuis toujours aux relations entre nos deux pays. En gros, si l'on craint que, en m'exprimant de cette façon, j'exprime je ne sais quelle nostalgie d'un ordre du monde qui n'existe plus, c'est-à-dire le temps où existait l'URSS, je voudrais rappeler que ce système d'alliance, de partenariat avec la Russie, a commencé sous le général de Gaulle, qui n'était pas, je crois, un bolchevique. Et on doit s'interroger sur la constance qui fait que dans le système des relations internationales, la France, dans un univers dominé par le christianisme au XVe et au XVIe siècle, s'était alliée avec le sultan, au grand scandale des puissants de l'époque, et de la même manière, la Troisième République, qui est en réalité la première qui ait duré, s'est alliée avec le tsar Nicolas II, à la stupeur du monde entier, qui nous disait « Mais que faites-vous avec ce Russe, vous qui êtes républicain et démocrate, alors que lui est un tyran, ce qui est vrai, et un obscurantiste, ce qui était également vrai. » Et pourtant, nous avons été alliés, et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'ait regretté, si l'on se souvient des circonstances militaires particulières que nous avons eu à connaître. Troisième refus, celui d'une Union européenne qui serait le maître de notre défense. C'est une vision qui n'a à peu près aucun sens. Pour nous, Français, la défense est le dernier élément de souveraineté que l'on peut mettre en partage. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais le faire, mais si l'on doit le faire, c'est le dernier qu'on met en partage. Il faut qu'auparavant aient été honorées toutes les autres conditions qui forment le cadre de civilisation auquel nous croyons, c'est-à-dire la démocratie, la République, telle que nous la concevons. Et ce n'est pas vrai qu'en acceptant que l'Europe soit un système de défense, nous adhérerions à un ensemble neutre. Non, ce n'est pas vrai. Les traités européens instituent le lien de la défense européenne avec l'OTAN et invitent en permanence les nations membres de l'Union européenne à s'impliquer plus avant dans le système de l'OTAN. Par conséquent, accepter l'idée d'une défense européenne, c'est accepter l'idée d'une défense entièrement soumise à l'OTAN. Non seulement quant au cadre conceptuel, mais aussi quant au matériel. Ici, le renoncement à l'indépendance n'est pas seulement que nous nous plaçons sous l'autorité d'un commandement qui n'est pas le nôtre, que notre peuple ne peut pas contrôler, mais la manière d'organiser le système de défense fait que nous nous partagerions les matériels et que nous les mettrions en capacité de fonctionner ensemble, ce à quoi nous ne pouvons pas être favorables si cela signifie que nous nous soumettons aux autres. Excusez-moi, un instant, j'ai évoqué l'absurdité qui, en nous alignant sur l'OTAN, nous conduit à nous couper des Russes. Je voudrais dire que ce même système conduirait à nous couper des Chinois, c'est-à-dire de la première puissance économique du monde, et d'un pays dont nous avons reconnu l'existence et les frontières sous l'autorité, de nouveau, du général de Gaulle en 1965, et dont personne n'a proposé qu'on revienne dessus. Sinon, quelques personnages folkloriques qui, au nom des problèmes que soulève en effet la dispute sur telle ou telle île, et en effet les problèmes que pose à la communauté internationale le Dalai Lama, voudrait que l'on s'aligne sur une revendication d'indépendance qui concerne la destruction de la Chine que nous connaissons aujourd'hui et la remise en cause du quart de son territoire. Moi, je n'ai cessé, au prix qu'il coûte, dans ce genre de domaine, d'alerter sur ce genre de folie et de comportement irresponsable. De même, la Chine est notre partenaire naturel.
Ça m'amène à formuler ce qu'est notre propre vision des choses. Ah, pardon, j'oubliais. Puisque j'évoquais la liste des refus, il y en a un que j'ai oublié. C'est le refus de la privatisation des armées. Et nous sommes concernés. La France est le deuxième territoire maritime du monde. Si l'on ajoute les terres émergées aux terres immergées, nous sommes également le deuxième territoire du monde. Plus grand que la Chine. C'est pas peu dire. Juste après les USA. La protection de cet ensemble, où l'humanité tout entière est en train d'entrer, c'est-à-dire la garantie de notre liberté de circulation et celle de nos voies d'approvisionnement, fait partie des tâches élémentaires de sécurité et de défense qu'une nation doit observer, si elle se respecte elle-même. Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Et lorsque des problèmes ont surgi comme ceux de la piraterie en mer, la réponse qui a été apportée par le gouvernement de M. Ayrault ne nous convient pas du tout et nous paraît être un contresens absolu. Autoriser la présence de milices privées sur les embarcations commerciales. Non. La défense de nos convois commerciaux est le fait de notre défense nationale et doit l'être de personne d'autre. D'autant que cette situation est appelée à devenir toujours plus cruciale. D'abord parce que la rareté de l'accès aux matières premières tend les relations entre les États, mais aussi parce que de nouvelles routes sont en train de s'ouvrir, qui vont voir les trafics se déplacer, et les installations portuaires certainement de même. Je le mentionne juste en passant, mais pour illustrer mon propos. Il est clair que si les routes maritimes par le Nord et le pôle Nord se confirment, l'ensemble des navires commerciaux qu'on connaît vont changer de taille. Ils ne seront plus limités par l'obligation de passer par Suez ou le canal de Panama. De nouvelles routes vont s'ouvrir, de nouveaux espaces vont se découvrir, dont la dispute est déjà commencée, et qui vont nécessiter, comme dans toute dispute, que chaque partenaire ait à l'appui de ses arguments les moyens de dissuader les autres d'aller plus loin que de la discussion. Pas de rapport de force, plus de discussion. Rapport de force, discussion. La force dans ce domaine est le moyen de la discussion, pas son empêchement. Faute de force, pas de discussion. Ces questions se trouvent posées d'une manière particulièrement aiguë au pôle Nord. Et elles mettent dans la zone, et elles nous mettent en discussion avec nos amis russes et quelques autres. Ce ne sont donc pas des questions reportées à un futur très lointain. Elles ont déjà commencé, ces discussions. Alors, quelle est notre proposition? Le retrait de la France de l'OTAN. Ça n'empêche pas d'avoir des sympathies. Mais ce n'est pas le cadre dans lequel nous pouvons épanouir notre indépendance. Nous croyons au contraire à la nécessité d'une alliance que nous avons qualifiée d'altermondialiste. Il y a un lien étroit entre le nouvel indépendantisme dont nous nous réclamons et cette alliance altermondialiste. Cette alliance militaire, je parle, altermondialiste, devrait s'adresser en priorité aux pays que l'on a appelés les BRIC, qui manifestent, comme nous, un intérêt commun pour leur propre liberté et leur propre indépendance. Ces questions qui paraissaient, lorsque nous avons commencé nos travaux communs, éloignées et peut-être un peu, peut-être illusoires, ont connu une brutale accélération au cours de l'année qui vient de s'écouler. Je rappelle que c'est au cours de l'été dernier que les BRICS sont convenus de tout un ensemble de mesures qui leur permet d'avoir créé une banque qui est le pendant du FMI, d'organiser leurs relations mutuelles sur d'autres bases, et tout le monde a compris que cet ensemble se présentait en quelque sorte comme en challenge, on va dire, pour utiliser un mot qui n'est pas vraiment très français, disons en compétition, avec l'ensemble que représentent les nations coalisées autour des États-Unis d'Amérique. En tout cas, eux l'ont compris comme ça, si nous n'avons pas eu la sagesse de le comprendre de cette manière-là. Les États-Unis d'Amérique l'ont compris comme ça. Et à l'époque, les BRIC disaient, comme tous les gens qui s'intéressent à l'actualité internationale, que la domination des États-Unis d'Amérique est assise sur la mise en circulation d'une quantité absolument astronomique de papier-monnaie, dollars, sans aucune contrepartie matérielle, et que cette énorme bulle peut à tout moment ou éclater, ou perturber gravement toute l'économie mondiale.
Chinois et Russes, comme nous-mêmes, ont des tonnes de papier en réserve qui sont formulés en dollars. Dès lors, tous ces pays sont d'abord intéressés à la stabilité. Et la stabilité n'est pas garantie par la politique que pratiquent les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où à aucun moment ils ne consentent les efforts qu'ils exigent des autres pour rétablir une quelconque parité entre leur monnaie et leur production réelle. C'est tout le contraire. D'année en année, sous des noms de plus en plus exotiques, Easy je ne sais quoi, la Banque centrale fédérale nord-américaine rachète la dette de l'État américain et met en circulation de nouveaux milliards qui circulent. Tant et si bien que cette masse monétaire surabondante, qui est le premier danger de la planète, a conduit les Japonais à leur tour à en émettre des quantités considérables, jusqu'au point que même M. Mario Draghi a fini par être touché par la grâce, et que lui-même s'est mis lui aussi à en imprimer des quantités considérables, 2000 milliards, qui lui servent à racheter des titres de dette sur le second marché, comme c'est intelligent, alors qu'il aurait été si simple de financer les États, et dans une situation ubuesque où l'on voit le banquier central européen courir de l'un à l'autre, tendance assez bile, non pas pour demander de l'argent, mais pour en proposer, et personne n'en veut. Car ceux qui possèdent des titres de dette européennes ne veulent pas les vendre, même au banquier central, parce qu'ils considèrent, contrairement à ce que raconte la publicité, la propagande officielle, que ce sont des bons titres, stables et solides. Pourquoi? Parce qu'ils sont appuyés sur des nations qui sont en état de les rembourser. Voilà, mesdames et messieurs les ambassadeurs de l'Amérique latine, quelle est la situation absolument invraisemblable de l'Union européenne aujourd'hui. Bref, une alliance altermondialiste appuyée d'abord sur les BRICS. Qu'on ne me dise pas que cette idée est très étrange pour un Français. Les bonnes idées sont celles qui servent nos intérêts. Un point et c'est tout. Et nos intérêts sont bien servis par une alliance qui garantit notre indépendance. J'ajoute que la France n'est non seulement pas occidentale par ses principes, mais elle ne l'est même pas par sa géographie. La France est présente aux alentours des 5 continents. Et j'ai rappelé il y a encore un instant que sa plus longue frontière n'est pas avec les Allemands, mais avec les Brésiliens, par la Guyane française. Et donc nous sommes naturellement inclus dans l'espace latino-américain, comme nous le sommes naturellement dans l'espace africain et dans l'espace asiatique, et ainsi de suite. Dès lors, notre place est à cette échelle. Les départements et territoires d'outre-mer ne sont ultra-périphériques que vus depuis Berlin. Depuis Nouméa, c'est la Lituanie qui est ultra-périphérique. Et du point de vue de nos traditions et de notre culture, c'est l'Algérie, la Tunisie et le Maroc qui sont les plus proches de nous. Et non d'autres pays que je ne nomme pas pour ne fâcher personne. Telles sont les bases sur lesquelles j'envisage, et je vais bientôt conclure, les périls qui se présentent devant nous. J'en avais évoqué 3 à notre précédente rencontre. Ils sont là, toujours les mêmes. Mais le positionnement de chacun a changé. L'accélération de l'augmentation du nombre des êtres humains, qui nous conduit dorénavant à être 7 milliards. Pour mémoire, quoique je sois très antique, je voudrais rappeler à tout le monde que lorsque moi je suis né, il y en avait 2 milliards. Et que c'est la première fois que dans une vie, on peut voir tripler la quantité des êtres humains dans l'histoire de l'humanité. Cette augmentation du nombre des êtres humains rend la course à l'accès aux matières premières plus urgente et plus indispensable que jamais. Il est donc normal que tous les pays procèdent comme nous-mêmes nous procédons, c'est-à-dire cherchent à s'assurer la stabilité de leurs approvisionnements. Je le dis pensant à la République populaire de Chine, à qui l'on fait souvent des reproches que je trouve tout à fait injustes. Selon moi, le passage au premier rang de la République populaire de Chine, en tant que première puissance mondiale, n'est accompagné d'aucune volonté impérialiste. Et sa présence ici ou là est justifiée par l'unique volonté de garantir son accès aux matières premières, c'est-à-dire exactement ce que font tous les autres. Mais tous les autres le font d'une manière infiniment plus brutale, violente, que ne le font les Chinois. En particulier lorsqu'il s'agit de gaz ou de pétrole, puisque nous sommes en plein dedans en ce moment. Mais le premier de ces périls, qui peut résulter de cette déstabilisation de la sécurité que chacun veut trouver dans son approvisionnement, va venir, comme vous le savez, du dérèglement climatique, tel que la COP21 est engagée,
il n'y aura pas d'accord contraignant, et les engagements pris par les nations, plus elles sont nombreuses à s'engager, et plus la qualité de l'accord se dégrade. Qu'observons-nous? Qui a fait le plus gros effort? Les nations des BRICS, et notamment en tête les Chinois. Les Brésiliens, toute personne représentée ici, qui a fait le moins d'efforts? Précisément ceux qui nous avaient dit à la COP 1, à laquelle j'ai participé, à Rio de Janeiro en 1992, par la voix de M. Bush, qui avait annoncé le standard de vie nord-américain ne se discute pas. À partir de là, la logique folle du productivisme a toute porte ouverte. Ils n'ont changé en rien leur discours sur le fond et refusent toujours quelque accord contraignant que ce soit. Dès lors, quand nous observons, sous l'angle de nos alliances, comment se comportent les personnes, les nations qui sont concernées, on voit qu'il y a un comportement totalement différent des BRICS, qui est un comportement progressiste, conforme à l'intérêt général humain, et un comportement conservateur, dangereux pour l'intérêt général humain, qui est celui des Nord-Américains et, j'allais les oublier, des Saoudiens. La COP 21 nous annonce une déstabilisation majeure des relations entre les États. Pourquoi? L'ONU parle de 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon des 30 prochaines années. Nous autres Européens, nous sommes tétanisés par l'arrivée d'un petit million à nos frontières. Imaginez ce que ça va être avec 250 millions de personnes se mettant en mouvement. Et j'ai envie de dire que le pire est que ces personnes se mettent en mouvement entre pays du Sud, c'est-à-dire dans des zones où la déstabilisation géopolitique est la plus facile à se déclencher dans la mesure où les nations sont souvent récentes et démunies des moyens élémentaires de leur survie. Je ne vais pas plus avant, mais voilà quel sera le résultat de la montée des périls climatiques. Quant à l'empire nord-américain, nous sommes obligés de constater qu'il court d'une provocation à l'autre. Je ne m'y étends pas, mais tout de même, les voici dorénavant engagés aux portes de la Russie, dans l'océan Pacifique, dans une attitude agressive à l'égard de la Chine, et ainsi de suite. Enfin, dernier péril, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui du mouvement des monnaies, et je me suis déjà assez exprimé sur le sujet. Dès lors, il reste à conclure. Dans le moment, nous sommes invités à faire la guerre au terrorisme. Nous ne croyons pas à cette guerre. On ne fait pas la guerre à un concept. Mais se mêler de vouloir faire la guerre à un concept conduit à une confusion terrifiante des rôles. Le rôle de l'armée et le rôle de la police n'est pas le même. Et la confusion des genres ne peut conduire qu'à des catastrophes. Pour la démocratie et pour ces deux moyens d'action qui sont à sa disposition, la police et l'armée. La guerre du Levant est une guerre traditionnelle dans laquelle chacune des puissances régionales a les doigts engagés avec des visées territoriales et d'accès à des matières premières créatrices d'immenses richesses. L'État islamique n'est rien d'autre qu'une guerre de conquête par un certain nombre de populations dont l'existence et l'identité s'est sentie menacée après que nous ayons détruit l'État d'Irak. Il s'agit de pétrole, il s'agit de gaz et il s'agit de mobilisation populaire, bien sûr, autour d'une idéologie qui permet ce rassemblement. Mais déjà, ceux qui sont des observateurs attentifs ont bien noté que l'idée d'État islamique n'existe pas dans l'islam, où l'on prône plutôt l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. L'introduction du concept d'État est liée directement à la présence dans cette organisation des officiers de l'armée de Saddam Hussein et des communautés sunnites de l'Irak. Face à ces dangers, l'idée n'est pas de réduire les libertés, mais de garantir l'unité du peuple français. Le premier succès que pourraient rencontrer nos adversaires, c'est de diviser les Français. Et la ligne de fracture, ils la connaissent. C'est celle qui permettrait de séparer les musulmans des autres en se proposant comme une représentation politique possible pour un groupe
d'appartenance religieuse. C'est donc là qu'il faut protéger l'unité du peuple français. Car la première condition d'une défense sérieuse, c'est l'unité du peuple français. C'est donc un acte de mobilisation populaire que de lutter pour cette unité, et donc pour la prévalence des principes républicains qui la rendent possible. Deuxièmement, le terrorisme est vaincu quand les terroristes le sont. Vaincre les terroristes est une affaire de renseignement et une affaire de police. Plus que jamais, il est nécessaire de renoncer à l'illusion technocratique qui voudrait qu'en espionnant et en surveillant tout le monde, on finisse par savoir qui va se rendre coupable de quel crime. Parce que ce n'est pas vrai et que nous en avons la démonstration sous nos yeux. Encore, mesdames, messieurs, vous avez fait l'économie de la description de la réduction des moyens dans le cadre des politiques budgétaires voulues par l'Union européenne. Enfin, j'affirme, avec d'autres ici, que le terrorisme et les attentats cesseront en France quand cessera la guerre, au Levant. Car elle n'en est qu'un appendice, pas une excuse, vous m'avez bien compris. Le bras armé terroriste est le bras armé d'un groupe militaire qui est engagé dans une guerre de conquête. Si la guerre cesse, soit qu'on ait détruit l'ennemi, soit qu'on ait négocié la fin des combats, le terrorisme cessera avec lui. Oh, sans doute pas aussi vite qu'on le voudrait, car bien des esprits ont été dérangés par ces pratiques. Mais en tout cas, c'est le raisonnement rationnel que l'on peut tenir, et la solution rationnelle que l'on peut proposer. Maintenant, je conclus. En matière de défense, comme dans toutes les autres questions, pour nous, la solution, c'est le peuple. Il n'est pas normal que le peuple français soit privé du débat sur sa politique de défense. Il doit y revenir. Nous espérons y contribuer. Ils verront alors qu'ils doivent consentir des efforts pour que cette défense puisse exister et être indépendante. Notre rôle n'est pas d'affoler nos compatriotes. Et je dois dire que les experts et les militaires font preuve d'un très grand sang-froid, qui, eux, connaissent la situation réelle de nos armées et l'état, en quelque sorte, d'extrême extension dans lequel nous nous trouvons. Dans le moment même où on dit que nous n'avons jamais eu si peu d'effectifs depuis, semble-t-il, même l'Ancien Régime, si je me réfère aux notes que mon ami Georget m'a envoyées. C'est évidemment une situation très dangereuse et qui ne peut pas durer indéfiniment. Il faudra y apporter un remède. Mais pour que ce remède puisse être appliqué, il faut qu'il puisse y avoir une compréhension commune des tâches à accomplir. On ne consent pas des investissements militaires sans que tout le monde soit d'accord sur le sujet et en comprenne l'importance. D'où la nécessité du débat. Car si d'autres solutions sont proposées, alors elles doivent être examinées. Et nous avons le devoir de les examiner. Et nous sommes prêts à les examiner. Mais pour ça, il faut que le débat puisse avoir lieu. Donc que la démocratie joue pleinement son rôle. Comme vous le savez, nous sommes partisans d'une assemblée constituante et d'une refondation de la République française par son propre peuple qui en a bien besoin. Les questions de défense y seraient évidemment centrales, puisqu'il s'agit de définir qui nous sommes et ce que nous voulons protéger. Me voici revenu au début de mon argumentaire. L'apparition de ce numéro de la Revue de la Défense nationale va nous permettre déjà de faire connaître dans nos propres rangs les éléments de base d'un débat. Nous espérons que la jalousie, la mesquinerie soulèvent des envies concurrentes chez les autres et que le débat puisse donc à partir de là avoir lieu. Notre souhait, bien sûr, c'est que nos propres amis en discutent, s'en saisissent, avec tout le sérieux que de telles questions appellent. Je remercie tous ceux qui nous aident à penser. Cet après-midi encore, vous allez vous exprimer, nous allons apprendre et nous allons essayer nous-mêmes de devenir meilleurs. Il est important pour nous, nous adressant à ceux d'entre vous qui sont soit des experts qui parfois ont dû se sentir un peu seuls, soit des militaires qui se sont très souvent sentis seuls. Quel est notre engagement dans cette réflexion? Mes derniers mots seront pour le monde dont nous rêvons. Nous n'avons jamais rêvé d'un monde multipolaire. Ceci est une idée, à nos yeux, qui n'est pas raisonnable. Le monde multipolaire, nous avons déjà connu ça. Le monde multipolaire, ça veut dire la guerre au bout d'un moment. Nous avons besoin d'un monde ordonné. Et l'ordre du monde ne peut être qu'un ordre consenti. Et cet ordre consenti, il ne peut l'être que si chacun y a sa part. C'est la raison pour laquelle, pour nous, des institutions comme le G20, le G8, le G77 et tout ce que vous voulez,
sont des organes illégitimes. Ils n'ont aucune autorité à nos yeux, car il y a un organe qui a une autorité. Il a tous les défauts du monde, mais il existe, c'est l'ONU. Et je voudrais rappeler qu'il est l'enfant lointain du refus de la grande tuerie qu'a été la Première Guerre mondiale avec la création de la SDN. Nous n'avons que cet outil. Et nous, Français, qui siégeons au Conseil de sécurité, nous avons un intérêt particulier à le voir vivre. L'ONU reste la source des avancées mondiales du progrès. J'ai dit mondial du progrès. Il n'existe aucun autre endroit où se décide et où se décide en tout cas des choses d'intérêt général pour la planète entière. Les récentes délibérations sur la manière de régler les dettes souveraines qui ont été rendues possibles par l'action de l'Argentine et de l'Afrique du Sud sont des progrès. La mission qui a été confiée à l'Équateur sous la présidence de Madame Maria Fernanda Espinosa à Genève, en vue de mettre au point un règlement mondial qui assujettisse les multinationales à des normes environnementales et sociales, sont les seules sources de progrès mondial que nous connaissons, à part bien sûr l'application des règles de l'OIT, mais vous savez que si elles existent, elles ne sont pas respectées par tous, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Le monde dont nous rêvons serait un monde qui procéderait d'une ONU rénovée sans doute, modernisée, démocratisée, mais de l'ONU, c'est-à-dire d'un organisme qui exprime les intérêts de l'humanité tout entière, négociés entre elles. Merci de votre attention.